Salut mes petits farfadets fripés, regardez ce que j'ai entre les mains. It's beautiful like a diamond in the sky. Aujourd'hui je vais vous parler de mon premier Titan lu, mais alors je ne me rappelle pas du tout de l'année, mais en tout cas c'est probablement en 1981. Pour tout dire, je me souviens juste que les 3 premiers Titans à être tombés entre mes mains étaient le numéro 16 et 17, et que le premier Titan que j'ai acheté avec mon argent de poche sur le marché, a posteriori, était le Titan 9. En revanche, je me souviens que le tout premier Titan à être lu fut le Titan numéro 16 datant de septembre 1978. Et justement, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ta gueule! La couverture avait de quoi appâter le jeune lecteur amoureux de super-héros que j'étais, puisque sur cette couverture colorée et chatoyante, il y avait la figure connue du Captain America échappant à un rayon du super adaptoïde, tandis qu'à l'arrière-plan, Captain Marvel passait à la charge. De quoi faire 4 tours à mon S dans mon short sans toucher les élastiques, si vous voyez ce que je veux dire. Le produit était tellement alléchant et irrésistiblement attirant. Comment y résister? Autant demander à Nobez s'il veut un Twix. Et j'ai été séduit très rapidement par le contenu, en un seul mot, de la revue ludienne, puisque cela commençait fort avec un épisode des Champions, écrit par Bill Mantlo, mais surtout dessiné par John Byrne. L'irréversible malédiction est tirée du champion numéro 13 de mai 1977, et cet épisode déchire sa race. On a d'un côté le Goliath qui est absorbé par une bombe appelée dans la VO la Null Life, qui consomme dès la première page le QG des champions. À l'intérieur de la bombe, le gros Foster se retrouve avec l'étranger, sans Camus, et Regina Claiborne, qui lui explique que d'après l'étranger, toute la Terre va être détruite par cette bombe. Sans tarder, Goliath est obligé de combattre des robots tueurs obéissant à la bombe pour se défendre, et le style de Byrne a de quoi m'enjailler. Regardez comme c'est chouette, c'est plus beau que le sexe, non? Pendant ce temps, les champions sont dans le monde de Camotarn et Garonne. Ils ont été envoyés par l'étranger pour récupérer le bâton runique du méchant, sauf que le bâton n'est pas dans ce monde, mais bien sur Terre. En effet, Sif et Hercule ont volé précédemment le bâton runique de Camotarn dans le Thor 235 de mai 1975, vu dans le Thor Collection Flash Nouvelle Formule numéro 12, publié chez Haredi en janvier 1985. Comme j'ai fait des recherches, il faut que vous vous abonniez. Tandis que le champion lutte contre Camotarn et Garonne, la bonasse de Darkstar, dit la nébuleuse noire, du reste j'en suis tout turgescent, ouvre le portail dimensionnel utilisé par l'étranger pour envoyer le groupe dans ce monde. Camotarn joue sur l'illusion dans laquelle chacun des champions voit ses compagnons mourir un par un. Le combat se termine quand Angel rejette la réalité qui lui est donnée et assomme rapidement Camotarn avant qu'il ne puisse évoquer quoi que ce soit d'autre. Pendant ce temps-là, l'étranger guide Darkstar pour qu'elle utilise le sceptre de Camotarn pour accélérer l'expansion de la New Life Bomb. Jusqu'à ce qu'elle engloutisse l'univers. Au passage, pour qui s'en souvient, cette bombe a été utilisée par l'étranger pour détruire la Terre dans le Silver Surfer numéro 5, vu dans le numéro 10 en novembre 1978. Le danger de cette bombe réside dans sa rétractation, c'est pas facile à dire, rétractation finale, qui va tout broyer. Mais puisque la bombe s'est étendue au-delà de sa limite pour se contracter et détruire, elle se dissout plutôt dans le néant, comme aspirée par un trou de balle de l'infini. Avec le retour des champions dans leur monde, l'étranger part paisiblement. Enfin pas trop non plus, car il est alors, à ce moment-là, impliqué dans la poursuite de la gemme de l'âme, comme on le voit dans le Marvel Team Up 55, publié en mars 1977, et vu dans l'album Luguin de l'araignée appelé le Titan Vert en 1979. Puis le Titan numéro 16 nous propose un épisode d'Iron Fist appelé Londres brûle-t-il, datant de février 1976, tiré de l'Iron Fist 3, écrit par Magic Claremont et dessiné par John Byrne. Oui, je sais, rien que l'évocation de ce duo nous fait saloper la moquette. Iron Fist est parti à Londres pour tenter de retrouver son ami Collingwing qui a été kidnappé. Mais là, il se bat avec un adversaire blindé et con comme une pelle à fiente, nommé le Ravageur, qui a l'instar des Twittos, qui s'acharnent sur une polémique, est bien le genre de rageux animé d'une ferme intention d'atomiser la cuve à jus d'Iron Fist. Ce dernier finit par ouvrir son armure, révélant que le Ravager est en fait Radion, l'homme atomique. Pour moi, en tant que gamin, c'était du grand spectacle à l'époque. Je ne m'étais pas encore rendu compte que les aventures d'Iron Fist s'éloignaient de plus en plus des éléments du kung-fu pour aller dans le monde des super-héros plus simples. Iron Fist est dans cette phase où il combat principalement des méchants scientifiques et les super méchants costumés, à l'image de cette histoire avec Radion. Iron Fist n'est très clairement plus présenté comme un archétype de film de kung-fu en quête de vengeance, puisqu'il combat des méchants sans rapport avec sa quête pour sauver des innocents. Mais moi, ça ne me dérangeait pas, j'étais là pour voir des super-héros le cul monté sur le rotule se battre contre des super-vilains. Puis le Titan 16 nous propose le Captain Marvel numéro 50 de mai 1977, écrit par Scott Edelman et dessiné par Al Milgrom. Dans leur manoir, les Vengeurs sont attaqués par le super adaptoïde après qu'il s'en soit pris à Iron Man en solo comme Yann. Le vilain leur résiste et ne se fait pas péter le stick en assimilant tous les pouvoirs des Avengers. Le mec leur en veut comme s'ils avaient copulé avec sa mère. Rageux le gars. Marvel rejoint le combat aux côtés de Captain America, du Fauve, de la Vision et de la Scarlet Witch, et réalisant les pouvoirs de l'adaptoïde, Marvel se rapproche suffisamment pour que l'adaptoïde puisse
puisse également adopter ses pouvoirs. Le super adaptoïde devient confus par la conscience cosmique, et tandis que Marvel le distrait, il frappe les poignets de l'adaptoïde, l'envoyant dans la zone négative. Bien joué, Captain. La résolution de l'intrigue est efficace, et les auteurs n'ont pas eu besoin de chercher Midi et ses 14 sœurs. Enfin, le Titan 16 nous propose Skull, le prisonnier du temps, tiré du Marvel 2-in-1 35 de janvier 1978, écrit par Marv Wolfman et dessiné par John Ernie Chan. Skull était une série de 8 épisodes au départ, avec Marv Wolfman au scénar, et on y voit les aventures de James Scully, un anti-héros au départ peu sympathique, revenu du Vietnam pour constater qu'il n'a plus véritablement de famille, sans parler du passé trouble qu'il a au fest. Cette saga est excellente pour les amateurs de Jules Verne, et en fait, cette série est un pur pulp. Et c'est très original dans le monde de Marvel, vous ne trouvez pas? Non. Débutée dans le Titan 5 en novembre 1976, la série est tirée de Skull the Slayer qui commença en août 1975 en Amérique et s'arrêta en novembre 1976 avant de reprendre en octobre 77 dans Marvel 2-in-1 35. Bien entendu, Titan avait diffusé les 8 premiers épisodes entre le Titan 5 et le Titan 12 avant de remplacer la série par les Gardiens de la Galaxie dans le Titan 13 et de revenir aux aventures de Skull dans ce Titan numéro 16. L'histoire est simple, c'est pas du Simone Veil. La chose est invitée à faire une apparition à Cap Canaveral pour tester un nouvel avion expérimental au-dessus du triangle des Bermudes. Tu sens déjà que c'est pas une bonne idée. Ce faisant, Ben vole vers un étrange vortex d'énergie quand soudain un ptérodactyle en émerge et attrape son engin, l'entraînant dans le vortex. Il n'y a pas de connotation sexuelle dans cette phrase. Ben se retrouve pris dans un monde préhistorique étrange, le même monde dans lequel James Scully et ses amis sont piégés depuis un certain temps. Scully et ses amis, Raymond Corey, Han Reynolds et Jeff Turner, sont tous prisonniers du prêtre jaguar appelé Vilakumu, un gars plus bête que ses pieds mais moins beau qu'eux. Ayant les chromosomes qui se touchent, le prêtre veut tous les exécuter, et tandis qu'ils font tous de l'huile avec leurs propres olives, comme lors d'une pression à froid, le ptérodactyle arrive avec le vaisseau de Ben. Se libérant de l'engin, Ben combat les hommes du Jaguar Priest, libère Scully et les autres. Courageux le Benji. Avec ce qu'il a dans le Bénouz, il a de quoi ouvrir un bowling. On peut pas lui enlever ça. Ensemble, ils détruisent le temple du Jaguar Priest et effraient son peuple. En vérifiant le vaisseau de Ben pour voir s'il est toujours capable de voler, ils sont déçus de constater qu'il est endommagé de façon irréparable, voire irrémédiable. Tout n'est pas perdu lorsque Jeff Turner suggère qu'ils essaient de récupérer les pièces de l'avion qui a amené Scully et ses amis sur cette terre. Le groupe commence son périple jusqu'à son emplacement, mais en cours de route, ils doivent échapper à un Tyrannosaure Rex, puis ils se retrouvent dans un marais plein de brontosaures, prêts pour l'attaque. L'histoire avait beau ne pas être celle de super-héros colorés, j'ai bien aimé son ambiance pulp. Et quelques temps après, j'ai eu la chance de lire la suite de toutes ces aventures dans le Titan 17, pour mon plus grand plaisir, je dois l'avouer. J'en étais tout imbibé. Voilà, c'était mon premier Titan, et je vous pose la question, vous, quel a été votre premier contact avec cette revue? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura réveillé quelques souvenirs sympas. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.